Bonsoir, Saint-Émilion, Pomerol, Chinon, Bourgueil, Saumur. Les amateurs de vin qui doivent rêver à la seule évocation de ces noms seront sans doute attristés par la nouvelle. Les vignobles du Bordelais, de Touraine et de la région nantaise ont souffert du froid et du gel. Les viticulteurs sont catastrophés au sens littéral du terme. Les vendanges 91 semblent sérieusement menacées. Bertrand Edel. Des feuilles et des bourgeons flétris et recroquevillés, c'est ce qui reste aujourd'hui de plusieurs vignobles français touchés par le gel durant les dernières 24 heures. La période très douce que la France a connue en 10 jours avait permis une éclosion prématurée des embryons de grappes. Le froid de ce week-end les a brûlés. Pour le vignoble nantais, les bourgeons ont été détruits sur environ 95% de la surface. Certains viticulteurs évoquent même l'année 45 qui avait été dramatique. Cette année, le gel est plus dur, couvre plus large en surface. C'est plus important que 45, mais arrive beaucoup plus tôt en saison. Ce qui fait qu'en 45, il n'y avait pas de possibilité de repousse. Cette année, il y en a peut-être. En Gironde, même cause, mêmes effets. Le Saint-Émilion, l'Entre-deux-Mers et le Pomerol sont touchés entre 80 et 100%. En Champagne, où le thermomètre est descendu à -1 degré, les parcelles sont touchées de façons inégales. Les spécialistes attendent l'arrivée des contre-bourgeons pour établir un bilan. En Franche-Comté, ce sont les arbres fruitiers, les fleurs et les jeunes pousses qui ont souffert du gel. Les cultures céréalières de blé et de colza risquent également d'être compromises dans les jours qui viennent. On ne peut pas faire grand-chose, quoi. C'est soit on garde la culture et on va jusqu'au bout, soit éventuellement, si elle est détruite à 80-90%, on laboure pour pouvoir mettre une autre culture. Le bilan financier des pertes causées par cette vague de froid ne pourra être établi avant le mois de juillet. Aujourd'hui, dans les régions touchées, il ne reste plus qu'à attendre un printemps favorable à l'éclosion de nouveaux bourgeons. Lionel Jospin veut rénover les lycées. Il ne s'agit pas du énième réforme, le ministre de l'Éducation n'aime pas ce terme, mais d'une série de mesures pratiques destinées à alléger l'enseignement et surtout à le rendre plus accessible à tous. Sophie Ponchelet. Principal souci de cette rénovation des lycées, aider les élèves en tenant compte de leur diversité. Lionel Jospin propose de créer un soutien scolaire obligatoire de 3 heures par semaine, baptisé module, pour tous les élèves de seconde, première et terminale. Le but, apprendre à apprendre. Une évaluation générale aura lieu dès l'entrée au lycée pour déterminer les besoins de chacun. En seconde, le module, qui aura lieu en groupes allégés, portera sur les matières principales, français, maths, histoire-géographie et première langue vivante. En première et en terminale, 3 disciplines seront retenues en fonction de la filière choisie. Ce travail, qui est véritablement pédagogique, personne ne peut le faire mieux que les enseignants. Et si l'école ne le fait pas, si nous baissons les bras, alors nous admettons que notre système fonctionne de telle sorte qu'il appelle les cours particuliers de mathématiques ou de langue qu'on voit se multiplier aujourd'hui. Pas question pour autant de surcharge horaire. Lionel Jospin trouve déjà les emplois du temps trop lourds et souhaite les alléger. Dans les filières générales, par exemple, le nombre d'options sera réduit. Second grand axe du projet, améliorer l'orientation en rééquilibrant les grandes filières. Pour l'enseignement général, les séries actuelles devraient céder la place à 3 grandes filières, littéraires, économiques et sociales et scientifiques. Ces mesures seront soumises à concertation dans les jours qui viennent. Elles devraient entrer en application progressivement à partir de 1992. Georges Kiechman a présenté aujourd'hui à l'agence France Presse les dispositions du nouveau code pénal. Elles portent notamment sur les infractions contre les personnes et illustrent l'évolution de la société française depuis la mise au point du code Napoléon, qui date tout de même de 1811. Le ministre délégué à la justice pense obtenir leur adoption, sauf, je le cite, les turbulences politiques du moment. Or, ces turbulences sont fortes. Il suffit de se rendre avec Albert Ripamonti au Mans, où toute la ville, et pas seulement la ville, observe attentivement le successeur du juge Jean-Pierre, le juge Liberge, chargé désormais du dossier Urbain. Reportage. Monsieur le juge, fidèle au poste, le juge Liberge a différé son départ en vacances pour éviter une situation cocasse, que le dossier Urbain, dont il a désormais la charge, ne retourne dans les mains du magistrat de permanence, Thierry Jean-Pierre. Jacques Liberge mène ses investigations dans le secret. C'est lui qui va pouvoir ouvrir, mais pas avant 4 jours, pour une question de procédure, les fameux scellés. 5 cartons de documents saisis lors de la perquisition chez Urbain il y a 15 jours. 5000 pages manifestement chaudes. Sinon, comment expliquer l'empressement d'Urbain pour les récupérer? Allant même, le 10 avril, jusqu'à assigner les juges du Mans devant le tribunal des référés.
Des documents certainement très importants. Le juge Jean-Pierre en avait du moins acquis la certitude. Ici, au palais de justice du Mans, on dit que le Parti socialiste avait décidé de centraliser tous ses documents comptables au siège d'Urba-Graco. Là, de les trier, d'en détruire une partie et de transférer le reste rue de Solferino. C'est la raison pour laquelle le juge Jean-Pierre a dû perquisitionner à la hâte un dimanche soir. Le juge Liberge ne dit rien, la presse dérange. La justice ne se fait pas sous la pression des médias. Nous rendons la justice, nous ne le ferons pas sous les médias. C'est clair? Mercredi, on connaîtra dans le détail l'arrêt des magistrats d'Angers. Ils ont déclaré conforme au droit l'ouverture de la procédure Urba. S'ils valident tous les actes du juge Jean-Pierre, dont la perquisition, son collègue Liberge pourra aller jusqu'au bout. Et ces turbulences, pour reprendre le mot de Georges Kiechman, continuent de secouer fortement le monde politique. Jean-Baptiste Prédaly. Les uns parlent, les autres non. Henri Nallet, le garde des Sceaux, garde le silence, mais Georges Kiechman, son ministre délégué, persiste et signe. La perquisition au siège d'Urba le 7 avril relevait bien du cambriolage judiciaire, a-t-il répété ce matin. Depuis vendredi, l'opposition demande la démission des deux ministres. Au RPR, Alain Juppé met en cause le Parti socialiste. Jacques Chirac, lui, évoque les principes. À la fois, la morale publique et la justice sont en cause. Ce sont les deux fondements de la démocratie. Et je souhaite que chacun prenne conscience de ses responsabilités dans cette affaire. Le Parti socialiste contre-attaque avec une ligne de défense inchangée. La droite mène un tintamarre tout à fait hypocrite sur cette affaire. La position du Parti socialiste est claire. Il y avait, avant la loi de 90, des financements par des bureaux d'études. C'était le cas de tous les partis politiques. Mais depuis 90, les choses sont maintenant établies en toute transparence. Sur la transparence, le droit et les affaires, le débat ou l'affrontement devrait rebondir à l'Assemblée nationale dès mercredi. Il revient et veut le faire par la grande porte, celle de l'Assemblée nationale précisément. Jean-Pierre Chevènement va tenter de reconquérir un siège de député 3 mois à peine après sa démission spectaculaire du gouvernement. Mais les électeurs de Belfort sont prévenus, ils restent critiques à l'égard du président. Christian Mez. À peine 3 mois après son départ du gouvernement, le 29 janvier dernier, Jean-Pierre Chevènement repart au combat. Il sera candidat début juin à la reconquête de son siège de député de Belfort, obligeamment laissé vacant par la démission de sa suppléante. Un retour dont la soudaineté et la forme surprennent. D'abord parce que dès ce matin, Jean-Pierre Chevènement est sorti du silence qu'il avait affirmé vouloir s'imposer sur la position de la France dans la guerre du Golfe. Dès le mois d'août dernier, j'étais opposé à une guerre à mon sens évitable, et qui aggraverait les problèmes plus qu'elle ne les résoudrait, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite et surtout parce qu'au moment même où l'ex-ministre de la Défense annonçait son intention de retrouver un mandat parlementaire, il rendait également public un long texte dans lequel il expose son analyse de la guerre du Golfe, une guerre qu'il qualifie d'expédition américaine contraire à la stratégie qu'un pays comme le nôtre doit privilégier. Un texte donc dans lequel il expose à l'opinion publique l'étendue de ses divergences avec les choix de la France dans le conflit du Golfe et dans les leçons qu'il faut tirer de ce conflit. Ainsi, Jean-Pierre Chevènement dénonce le risque qu'il y a pour la France à retourner dans le giron de l'OTAN. C'est donc directement François Mitterrand que l'ex-ministre de la Défense interpelle aujourd'hui, comme si en réalité Jean-Pierre Chevènement se positionnait en véritable homme d'État, de surcroît seul socialiste à pouvoir contester l'analyse du président de la République. 4 jours de travail sur 7 ou 3 jours de repos sur 7, inespérés, me direz-vous. Eh bien, c'est le cadeau fait par la direction de Peugeot-Poissy à ses employés. Mais curieusement, les réactions sont mitigées. Samuel Costa a tenté de le comprendre. Poissy, 16h30. L'équipe du matin va bientôt sortir. Pour celle de l'après-midi, c'est l'embauche. Le coup d'essai pour la semaine de 4 jours. Ils n'ont pas le choix. Non, aucun problème, au contraire, ça nous crée des emplois, c'est très bien. Peut-être un petit problème familial quand même. Après 10 heures d'usine, pour l'équipe du matin qui a embauché à 6h30, c'est le RER et le retour à la maison. Comme ça ? Bah, vu la lumière et puis qu'on sort dehors, l'éclairage, normal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'y a rien à faire maintenant. Je peux aller à la maison, il faut dormir là. Vous allez vous habituer à ce rythme ou pas? Je ne sais pas
l'été, tout ça. On peut toujours essayer, hein. Il y a 3 jours de repos quand même. Il y en a qui peuvent tenir, ouais. Mais pas tous. Le gain de productivité prévu est de 9%. Ce type d'horaire demande un effort d'adaptation. La moyenne d'âge à Poissy est de 47 ans. La direction a prévu l'embauche de 1200 jeunes. Un mince espoir pour les Kurdes. Saddam Hussein serait prêt à leur accorder l'autonomie. Son isolement est tel qu'il semble vouloir faire des concessions. Il a ainsi demandé à son armée de quitter la région de Zako, au nord de l'Irak, pour céder la place aux soldats alliés. Marie-Odile Pagnès. Des troupes américaines qui pénètrent en territoire irakien, mais cette fois le but est pacifique. Une mission humanitaire pour ces 1400 Marines. Selon l'accord conclu entre Bagdad et Washington, les militaires irakiens ont accepté de quitter la zone frontalière avec la Turquie dans un rayon de 25 km autour de la ville de Zako. Dernier face à face hier avec les policiers irakiens encore en place dans la ville. Hésitation, les Irakiens se retirent, les Américains s'installent. Déjà, à quelques kilomètres de la ville, les Marines ont monté les tentes, construit des blocs sanitaires, prévu leur ravitaillement. Leur but, inciter les réfugiés massés à la frontière turque à venir ici, dans ces centres de transit, avant de repartir dans leurs villes et leurs villages d'origine. Tout est prêt à Zako, mais les réfugiés kurdes ne viennent pas. Pourtant, les conditions de vie dans les camps de la frontière deviennent de plus en plus difficiles. À Çukurca, les soldats turcs ont tiré sur la foule lors d'une distribution de nourriture qui tournait à l'émeute. Un réfugié a été tué et 5 autres blessés. À Esikveren, si les risques de famine ont disparu, l'état de santé des réfugiés reste désastreux. 95% des enfants sont malades. Mais malgré tout, les Kurdes hésitent à quitter ces camps pour ceux des Américains. Peur de revenir alors que Saddam Hussein est encore au pouvoir. Peur de l'avenir qu'il leur réservera une fois les troupes alliées parties. Et l'on rejoint par téléphone notre envoyé spécial Jean-Paul Géroard qui accompagne les militaires français. Des vrombrissements ininterrompus d'avions de transport Hercule ou Transal autour de la base de l'OTAN d'Incirlik. Le bruit est le signe le plus tangible de la machine de guerre humanitaire que les Alliés sont en train de mettre en place. Au rythme de 50 par jour, ces appareils décollent avec pour mission des largages de vivres sur les vallées isolées de la frontière kurde. Au sol, l'arrivée régulière de troupes confirme cette montée en puissance. Actuellement, 250 militaires français sont sur place. Vendredi, ils seront 500 pour atteindre 1500 dans un avenir proche. Dès leur arrivée à Incirlik, ils sont acheminés sur le camp de Silopi, à 750 km de là. Ce camp est déjà le centre nerveux de toute l'opération. Les Français s'y affairent à une mission très spécifique, les relais humanitaires. Le premier sera opérationnel vendredi. Il s'agira de sortes de postes de secours de transit où seront donnés les soins les plus urgents avant que les réfugiés ne rejoignent les vastes camps mis en place par les Américains à l'est de Zahro, en Irak. En fait, de petites structures pour un grand objectif, convaincre les réfugiés de rebrousser leur chemin de torture. À Adana, Jean-Paul Géroard. Paradoxe, Helmut Kohl, qui avait voulu l'unification des deux Allemagnes, est-il en train d'en subir les conséquences? Son parti a en effet perdu les élections dans son fief, la Rhénanie-Palatinat, motif l'augmentation des impôts provoquée précisément par l'intégration de l'Allemagne de l'Est. Sylvie Levet. Ils chantent en Rhénanie-Palatinat. Ils trinquent leur première victoire électorale après 43 ans de gouvernement CDU. Ils, ce sont les sociodémocrates et leur jeune candidat, Rudolf Scharping, ici, aux côtés de son épouse. Ils viennent de détrôner le parti d'Helmut Kohl avec 44,8% de voix contre 38,7% pour les chrétiens démocrates. Les libéraux s'essoufflent avec 6,9%, à contrario des Verts qui connaissent une réelle poussée électorale. Des partis qui se déclarent prêts à gouverner aux côtés du SPD, histoire de sanctionner en bloc la politique de M. Kohl. Un chancelier en perte de vitesse, il est en train de payer cher le coût de la réunification, il est en train de payer avec un peu d'avance l'augmentation des impôts prévue à partir du 1er juillet prochain. Une augmentation perçue à l'Ouest comme une véritable trahison. Helmut Kohl saura-t-il encore convaincre? Rien n'est moins sûr, d'autant qu'au Bundesrat, le Parlement fédéral, le scrutin d'hier a fait basculer à gauche la fragile majorité encore détenue par un CDU décidément bien mal aimé. Si vous vous apprêtez à partir en vacances de printemps ou d'été pour l'Espagne, soyez vigilants. Depuis plus de 2 ans,
Une bande de Péruviens détrousse les touristes sur l'autoroute entre Barcelone et Gérone. Ils ne sont pas violents, mais voleurs. Hervé Guéquière et Christian de Carnet ont pris l'autoroute. Le vol par ruse, une spécialité du gang des Péruviens. Suivre de près une voiture de touriste, puis se mettre à ses côtés et faire croire à ses occupants qu'il y a un problème. C'est ce qui est arrivé il y a un mois, tout près de Barcelone, à ce couple de Perpignanais. Nous nous sommes donc arrêtés, ils se sont arrêtés un peu plus loin. Deux sont venus vers nous. Le premier a tiré mon mari vers l'arrière de la voiture pour lui montrer ce qu'il y avait. Et moi, je suis restée dans la voiture, ma portière fermée. J'ai pensé qu'il y avait le feu. J'ai donc ouvert la porte, détaché ma ceinture de sécurité. Et j'ai pris mon sac pour descendre. Il me l'a pris des mains, il m'a donné gentiment la main pour descendre. Et il est parti avec. Je m'en suis pratiquement pas aperçu. Ça s'est passé vraiment tout en douceur. Depuis plus de 2 ans, la police espagnole est sur les traces de ces bandits de grand chemin. Elle a même identifié le chef de la bande, un ancien policier péruvien qui se cache aujourd'hui à Barcelone, peut-être dans Barrio Chino, un des quartiers chauds de la ville. Et ce Sud-Américain joue à merveille avec la législation. En effet, les attaques sans violence sont rarement sanctionnées par de la prison préventive. Donc, pour les autorités espagnoles, il ne reste qu'une seule sanction efficace, l'expulsion. Nous cherchons la possibilité de l'expulsion. Il y a un procureur spécial pour ce groupe qui suivent la situation judiciaire pour permettre l'application de la mesure d'expulsion qui prévoit la loi. Mais si une expulsion est possible, elle se heurte très vite à la lenteur de la justice espagnole. Il pourrait y avoir juridiquement une expulsion dans les faits, il pourrait y avoir juridiquement l'expulsion est possible, l'extradition est possible, mais il est exact que les lenteurs de la justice font en sorte que la justice n'est pas rendue sereinement. Enfin, ultime ruse, les Péruviens n'attaquent que des touristes étrangers. Ils espèrent ainsi éviter leur présence lors du procès. Mais depuis quelque temps, certaines victimes sont prêtes à se déplacer pour témoigner coûte que coûte. Je suis prête à faire ce voyage pour témoigner. Parce qu'il est inadmissible que cette bande continue à écumer les autoroutes espagnoles impunément. Le corps d'une petite fille a été retrouvé hier après-midi dans le département des Vosges, près du col de Bussan. Il pourrait bien s'agir de la petite Anaïs, qui avait disparu en janvier dernier à Mulhouse. Anne Gouraud. Le col de Bussan, à une trentaine de kilomètres du domicile d'Anaïs, à la limite des Vosges et du Haut-Rhin. Le corps découvert par des promeneurs hier après-midi gisait sous des pierres, près de 7 bornes, le long de la route nationale. Pas de traces du cartable ni des bottes de la fillette, mais les vêtements correspondent au dernier signalement fourni par ses parents. L'autopsie qui sera pratiquée demain matin confirmera l'identité du corps. Anaïs avait disparu le 14 janvier dernier, à la sortie de l'école. 3 témoins l'ont aperçue vers 18h30 alors qu'elle rentrait en courant vers sa maison. Ce seront les derniers à rencontrer la fillette. Des centaines de volontaires avaient participé aux perquisitions et aux battues dans le quartier de Norfeld. Pendant 48 heures, 7 plongeurs avaient fouillé le canal du Rhône-Rhin, canal qui sera même asséché dans l'espoir d'y retrouver des indices. Depuis sa disparition, la photo d'Anaïs était placardée dans l'Europe entière. En vain, elle aurait dû fêter ses 11 ans le mois dernier. Hervé Dino résume les autres événements couverts en France par toutes nos rédactions régionales. Les habitants de Pompignan, dans le Tarn-et-Garonne, ont rendu un dernier hommage aux 7 personnes tuées samedi lors de l'effondrement du toit de l'église en plein concert de musique classique. Cet accident a également fait 7 blessés, dont 4 sont toujours dans un état jugé critique. La vétusté du dôme de l'église est à l'origine du drame. Les policiers en tenue n'ont pas sorti leur carnet à souche aujourd'hui. Dans plusieurs grandes villes de France, les tracts syndicaux ont remplacé les PV. But de cette opération, protester contre l'absence d'un véritable plan de carrière pour les fonctionnaires de police. Cette grève des PV, qui se poursuivra jusqu'à mercredi, ne concerne que les petites infractions, le stationnement illicite et le défaut de ceinture de sécurité. 7e jour d'occupation à l'usine Thomson de Brest. À l'origine de ce mouvement, l'annonce de la suppression de 264 emplois dans les 3 années à venir. Les salariés réclament un meilleur échelonnement des licenciements. Grise mine des joueurs du Spartak de Moscou ce matin à leur arrivée à l'aéroport de Marignane. Ils n'ont toujours pas digéré leur défaite à domicile 3-1 lors du match aller de la demi-finale de la Coupe d'Europe de football face à l'Olympique de Marseille. Dans 48 heures, ils tenteront de renverser la vapeur, mais Papin et ses coéquipiers ne l'entendent pas de cette oreille.
Le Comte a perdu, champion également, mais leur défaite est passée inaperçue, ou presque, à Monte-Carlo, au tournoi de tennis. Les spectateurs ne pensent qu'à un seul homme pour l'instant, Björn Borg, qui jouera demain. On va rejoindre notre envoyé spécial à Monte-Carlo, Dominique Champeau, qui a suivi cette première journée. Concentré et sûr de lui, c'est l'ombrageux Alberto Mancini qui ce matin donna les premiers coups de raquette du tournoi. Une entrée en matière plutôt vigoureuse qui eut vite raison d'un Jimmy Arias, ex-enfant prodige du tennis mondial, qui depuis 2 ans court en vain après son lustre passé. Battu 6-2 au premier set, Arias s'inclinait 7-6 au deuxième, dépassé par la puissance et la finesse de Mancini. Détendu et serein, Mats Wilander ne connut pour ainsi dire aucun problème majeur face à l'Australien Mark Woodford. Un cruel 6-0 au premier set apportait la preuve que le Suédois n'avait rien perdu de son tennis, bien en jambes, sûr de sa supériorité. Il vaut beaucoup mieux que la 67e place mondiale qui est la sienne actuellement. Son match demain contre Chesnokov est déjà très attendu. À ce moment de la partie, Henri Lecomte a presque encore le sourire. Son face-à-face avec l'Italien Carretti fut une fameuse empoignade. Rivalisant d'adresse, les 2 hommes se sont partagés les 2 premières manches. Mais dans le 3e set, le moral du Français va rapidement s'effilocher, mis à mal par la précision des passings de l'Italien. Révélation du début de saison, Cristiano Carratti, au geste parfois peu orthodoxe, allait rapidement prendre le pas sur un Lecomte démobilisé qui, battu 6-2 à la 3e manche, disparaît dès le premier tour. Tête basse, c'est Gomez, le dernier vainqueur de Roland Garros. Omar Camporez, 23 ans, après 2 heures de jeu, lui fera vite sentir le poids de ses 31 ans. Mais l'objet de toutes les attentions, c'est lui, Jordi Arezé, petit Espagnol poussé vers la renommée par le retour de Borg. Demain sera sûrement un grand jour, reste à savoir pour qui. En tout cas, un grand jour pour les téléspectateurs de la 3. Je vous rappelle que nous diffuserons en direct à partir de 13 h cette 2e journée du tournoi de tennis de Monte-Carlo et notamment le match entre Björn Borg et l'Espagnol Arezé, mais la plupart des joueurs et des connaisseurs qui se trouvent à Monte-Carlo parient malheureusement sur une défaite de Borg. Ils seront peut-être surpris, il n'a après tout que 24 ans. Je vous prie de nous excuser, il y a eu une panne, un incident technique dans notre régie. Vous n'avez vu au cours de ce journal aucun nom, aucune incrustation comme on dit. Il ne s'agit pas d'un mouvement de grève des journalistes. Pour conclure, je voudrais vous présenter un nouveau magazine pour ceux qui aiment les peluches, les vraies et les fausses. Voici Noé, le nouveau magazine de l'animal. Il s'adresse aux enfants, mais aussi aux plus grands. Je vais l'offrir à notre réalisatrice Annick Morel, qui a un superbe petit chat chez elle. C'est la fin de ce 19-20. Écoutez très attentivement Michel Touré pour le temps qu'il fera en France demain. Il a fait froid ce week-end, il fera encore froid demain. À demain 19 h, bonne soirée.